Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Sabine Meyer, photographe. Sabine Meyer, bonjour. Bonjour. Alors, je suis dans votre atelier. Oui, mon avec nouvel beaucoup atelier. de plaisir parce que la dernière fois que je vous avais rencontré, c'était en 2019. Oui. Donc, ça fait déjà un certain temps. Le temps passe, oui. Voilà. Indéniablement. Alors, les Havrais se souviennent de vous parce que vous avez fait une grande exposition au MUMA en 2015, Portrait of a Man, inspiré par Dostoïevski. Et je crois que c'est une exposition qui a beaucoup tourné. Oui, c'est une expo qui a eu pas mal de retombées. Et puis qui a tourné. Alors, d'abord, c'est une exposition qui était la suite d'une résidence que j'avais fait à New York, où je suis allée photographier un modèle dans les rues de New York autour de ce roman de Dostoïevski, Crime et Châtiment. Voilà. Et puis après, le modèle est venu au Havre, et puis on a continué le travail, en fait. Et ça a donné une grosse série avec 86 photos, moi qui habituellement en fais 3 par an. C'est ça, et souvent des grands formats. Oui. Enfin, et les formats étaient très très différents. Donc il y avait une espèce de rythme narratif Voilà. qui, sans raconter l'histoire, parce que c'était pas une illustration de l'histoire non plus. En fait, mon idée c'était un portrait mental de ce personnage qui est extrêmement complexe et qui, je trouve, porte une humanité, comme chez Dostoïevski toujours, qui est complexe. Et ça m'intéressait de rendre ça par différentes focales, par différents cadrages, par une distance très petite ou très très grande, etc. Donc j'ai fait cette espèce de portrait intérieur de ce personnage qui a donné donc cette exposition qui a été au MUMA, qui a été à New York aussi, qui a été au musée Dostoïevski à Saint-Pétersbourg. Mais oui. Donc ça c'était très très beau parce que j'étais dans la maison de Dostoïevski quand même. Voilà. Et oui. c'était, il y a eu même une anecdote incroyable qui est que Dostoïevski avait été très frappé par le Christ mort de Holbein. Et il en avait une reproduction au-dessus de sa table de travail quand il écrivait Crime et Châtiment. Et il se trouve que quand, je ne savais pas ça, que quand j'ai commencé à travailler, j'ai collecté des images, parce qu'on a tous un imaginaire nourri d'images, moi de peinture particulièrement. Oui. Et la première image de mon cahier de travail pour Crime et Châtiment, pour Portrait of a Man, c'est le Christ mort de Holbein. Ah, voilà. Et quand je l'ai vu à la maison de Dostoïevski, ça m'a bouleversée, quoi. Oui, Vraiment. oui. Voilà. Alors, vous avez fait des expositions collectives aussi en 2021, par exemple, Peintre femme au musée du Luxembourg, Naissance d'un combat. Alors, bon, j'ai fait des expos collectifs, c'est un grand mot là pour cette expo, Oui. parce que j'étais la seule artiste vivante. Bon. et ma photographie concluait l'exposition, Oui. qui répondait à un tableau d'une peintre qui se peignait dans son atelier avec un modèle et qui peignait l'atelier, en fait, c'est-à-dire le lieu de fabrication des images, Voilà. avec tout ce processus à l'intérieur de le modèle, la représentation, le peintre, voilà. Et donc l'exposition, enfin la photographie que j'avais, qu'on a choisie avec la commissaire d'exposition, qui était Martine Lacasse, était une photographie où il y avait cette espèce de machine à faire des images qui était présente, quoi. Et ça donnait une belle réponse à cette femme qui avait vécu 200 ou 250 ans avant moi. Oui, bien et sûr. Et c'était beau, quoi. C'était, Oui. voilà. Alors évidemment, nos auditeurs seront intéressés parce que notre association avait organisé un débat sur les femmes peintres ou les peintres femmes. C'est peut-être mieux de le dire comme ça. La commissaire d'exposition Voilà.
a intitulé son exposition « Peintre femme ». Voilà. Parce qu'il s'agit de... Voilà. Sauf qu'il faut savoir que dans ces expositions, il y avait autant de tableaux de peintres hommes que de peintres femmes. Oui. Parce qu'elle parlait du 18e. Et il se trouve qu'au 18e, les femmes qui peignaient étaient beaucoup plus présentes qu'au 19e, contrairement à l'image qu'on s'en fait. Et il y avait quand même 40% de femmes au salon, contre 60% d'hommes, certes, mais quand même. Et étrangement, c'est la Révolution, à partir de la Révolution, où ça a commencé à aller de moins en moins bien pour nous autres, les artistes de genre féminin. Voilà, donc c'était pas mal, parce que c'est une exposition qui démontait des clichés et des espèces d'a priori faux. Et ça m'a intéressée, parce que moi, en tant qu'artiste, ça ne me plaît pas qu'on m'aborde en tant que femme. Dans mon atelier, je ne suis pas une femme, je suis une artiste. Je renie pas mon genre du tout. Et je ne renie pas ce que l'histoire nous a fait. Néanmoins, je travaille en tant qu'artiste, vraiment. Et le fait que je sois une femme dans mon atelier n'a aucun sens. D'ailleurs, cette exposition, bien malin aurait été celui qui pouvait dire « Ah tiens, ça c'est un homme, ça c'est une femme ». C'est ça. Et c'était la visée de cette exposition, c'était vraiment de démontrer à quel point la pratique artistique n'est pas genrée. C'est ça. Alors que notre regardeur est peut-être genré. Oui, c'est souvent. Et ça démontait ces clichés-là, ce qui m'a beaucoup intéressée. Parce que je ne veux pas être exposée en tant que femme. Ça, c'est hors de question pour moi. Alors, certes, le marché de l'art, alors un peu moins, mais le marché de l'art nous lèse, le milieu de l'art en général nous lèse encore pas mal, ça c'est clair. Je ne dénie pas ça du tout. Mais dans l'atelier et ce que j'y fais, ça n'a pas cours, mon genre. Exactement. Oui. Alors, vous avez fait une exposition collective aussi qui m'a intéressée parce qu'elle s'intitulait Fact Fake. Alors, c'était en 2025, il n'y a pas très longtemps. Non, les œuvres sont en train de revenir d'ailleurs. Alors, c'était à Regensburg, en Allemagne, donc. Je crois que cette ville, elle a un deuxième nom, mais je ne m'en souviens plus. Et c'est un festival qui a lieu, je crois, tous les 2 ans. Peut-être tous les ans, je ne sais plus. L'année dernière, j'avais participé à un colloque qui était autour de l'intelligence artificielle, toute l'exposition et le colloque. C'est tous les ans. Était autour de l'intelligence artificielle, et j'avais été invitée précisément parce que j'étais le parfait contre-exemple, puisque je ne travaille qu'avec du film. C'est ça. Et pas du tout par nostalgie, je ne suis pas du tout intéressée par les vieux appareils, je ne suis pas du tout fétichiste du film. Mais j'ai besoin dans mon travail du négatif comme la preuve de l'enregistrement infalsifiable. C'est ça. C'est une preuve quasiment juridique, Voilà, c'est pour ça que je travaille avec du film. C'est pas. Parce que c'est plus simple, le négatif. Je veux dire le numérique. Donc, alors du coup, qu'est-ce que vous avez dit de l'intelligence artificielle ? J'ai dit que ça ne me concernait pas pour le moment. Et ce qui est faux, puisque là, on me propose un travail où je vais devoir travailler avec l'intelligence artificielle, mais c'est autre chose, c'est une commande. Mais que je trouve ça très intéressant. Mais je parlais de mon travail et du fait que si on utilise un médium ou un autre médium, même si à la fin, il y a la même image ou quasiment la même, on
on ne parle pas de la même chose. Et que comment une image est faite, conceptuellement, ça a un sens. Donc, voilà, c'est ça que Enfin, c'était ma thèse, la thèse de mon intervention. Oui. Comment l'image est construite, comment elle est fabriquée, comment matériellement elle est élaborée, c'est-à-dire le processus qui fait que d'une pensée, on arrive à une image. Oui. C'est hyper important. Enfin, pour moi, c'est presque le principal. C'est ça. Alors, après Portrait of a Man, les photos étaient théâtralisées. Oui, très théâtrales. Elles étaient conçues comme ça, comme une scène de théâtre, et travaillées dans ce sens. Oui. Vous en êtes arrivé aux perspectives dépravées. Oui, c'est ça, aux apories. Alors, qui sont beaucoup moins figuratives. De toute façon, la photographie, c'est par essence figuratif. C'est vrai. Parce qu'on ne photographie pas rien. Même un mur blanc est un mur blanc. Voilà. Même une lumière, pure lumière, est une pure lumière. Donc, la photographie, par essence, n'est pas un médium qui peut produire des images abstraites. Bon. Ceci dit, c'est vrai qu'elles sont moins dans la narration. Enfin, oui, elles sont beaucoup moins dans la narration. Et elles sont, en fait, tout le projet des apories. D'abord, une aporie, c'est... Oui, qu'est-ce que c'est ? Ouais, une aporie, c'est le fait que, à l'intérieur d'une chose, d'une pensée, d'un concept, d'une réflexion, d'une image, peu importe, il y ait deux forces antinomiques qui, normalement, ne peuvent pas coexister, mais force est de constater qu'elles y sont toutes les deux et qu'elles existent l'une avec l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'impossibilité interne à la chose du fait d'une espèce de contradiction intérieure. Donc, c'était l'idée de faire des images qui contenaient en leur sein même une impossibilité. Et pourtant, elles étaient là. Et pourtant, elles étaient fabriquées sans travail numérique, sans intelligence artificielle, sans... Oui. Voilà, c'était une espèce de... Comment je pourrais dire ça ? Une espèce de gageur de faire ces images. Et à chaque fois que je parlais d'un projet, on me disait non mais ça c'est pas possible. Je disais oui c'est pas possible mais je vais le faire. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, mais vous avez construit effectivement. Oui, j'ai construit. Il y en a 6 des apories. Oui. Et à chaque fois c'est quelque chose de très déroutant à regarder. Parce qu'il y a toujours c'est le défaut dans le tapis, quoi. Il y a toujours, si on tire le fil du défaut dans le tapis, ça devient vertigineux. C'est-à-dire comment ça a pu avoir lieu cette image alors que ce que je vois n'est pas possible. C'est-à-dire que nous, effectivement, depuis l'invention de la perspective, quand on regarde un tableau, on est très influencé par ça. Et j'ai l'impression que vous démontez ça. Oui, parce que la perspective, c'est une invention parmi d'autres pour rendre compte de notre espace, autant physique que mental d'ailleurs. Parce que on dit que la perspective c'est comme on voit, c'est pas vrai. Non. C'est absolument pas vrai. C'est un mode de représentation occidental d'abord, puis qui a une date de naissance. Et puis même, quand on a inventé la perspective, enfin les peintres de l'époque, il y en a certains, ils rigolaient, quoi. Ça les faisait marrer. C'était un jeu. C'était pas la vérité. C'était pas la vérité du regard. Et donc, voilà. D'abord, ça a une date de naissance, la perspective. Puis, je pense que la date de mort est pas loin. Vraiment. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant. Je pense qu'on ne pense plus avec le point de fuite. Mais c'est vrai que quand on regarde la chambre de Van Gogh, c'est vrai que c'est plus la perspective de Cello ou d'Alberti. Mais quand on regarde par exemple comment sont faits les images des jeux vidéo,
C'est toujours le cas. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'on est dans un espace, entre guillemets, illusionniste, avec un point de fuite qui certes se déplace puisqu'il est en mouvement, mais néanmoins suit quand même les règles de la perspective. Oui, c'est vrai. Bon, voilà. Oui. Mais, donc moi, ça m'intéressait un peu à la façon d'un Escher, parce que c'est ce qu'il fait aussi. Oui. Et puis c'est ce que fait un Piero de la Francesca, enfin, oui. toute proportion gardée, parce que bon, voilà. C'est-à-dire jouer avec ça. Comment l'utilisation de cette méthode qui est la perspective est aussi un langage. C'est-à-dire comment elle permet de dire peut-être ce que le monde n'est pas, plus que ce que le monde est. C'est-à-dire comment elle permet de démonter ce qui, de notre préfiguration du monde, se superpose à notre pensée du monde et nous trouble l'appréhension que nous avons de ce monde. Voilà. Donc il y a eu ces apories qui étaient très démonstratives, on va dire. Oui. Sauf peut-être la dernière, qui est beaucoup plus mélancolique. Vous avez fait un film d'ailleurs aussi. Non, sur les apories. Enfin, c'est Jean-Christophe Le Forestier. Oui, voilà. Qui a fait un film documentaire qui est très beau, qui me plaît beaucoup. Parce que c'était une conversation plus ou moins avec lui, même s'il n'a pas retenu les morceaux où il parlait, mais c'était de l'ordre d'une conversation. Puis il est venu sur plusieurs années filmer. C'est Christophe Guérin qui avait commencé, puis ça marchait pas comme il voulait, etc. Puis on a gardé des plans à lui qui sont très très beaux d'ailleurs. Voilà, puis c'est Jean-Christophe Le Forestier qui a repris la main et qui a fait un très beau film. Voilà. Et en ce moment, alors, vous travaillez sur quoi? Alors, je travaille sur une nouvelle série qui s'appelle Les Cellules. Oui. Qui sont donc des constructions. Alors, je dis qu'ils sont des constructions, mais qui sont à la fois des constructions. L'image de ces constructions mise en scène par de la lumière dans mon atelier, par un environnement, qui sont aussi maintenant des dessins, qui sont devenus aussi des objets, parce que je suis en train de fabriquer un objet. Et ce qui se passe pour moi avec ce travail, c'est quelque chose que je crois que j'ai attendu toute ma vie d'artiste. C'est-à-dire, je justifie de moins en moins ce que je fais. Peut-être même que je le conceptualise de moins en moins. Parce que j'en ai plus besoin. Et que ce qui se présente à moi, et tout le processus mental, intellectuel, etc. est devenu sous-jacent et inconscient. Donc quelque chose se présente, tout à coup il est arrivé des dessins. J'ai jamais fait de dessin de ma vie, enfin si, quand j'étais étudiante aux Beaux-Arts, mais enfin bon, ça date un peu. Et je présente des dessins, je les prends. Il se présente l'idée d'un objet, je le prends. Il se présente de garder ces constructions en tant que sculpture, je le prends. C'est-à-dire que ce que j'ai attendu toute ma vie, cette espèce de non-censure, pour ma part, extrêmement d'ordre, extrêmement conceptuel. Ne pas être cohérent avec le concept qui a fondé le projet, etc. Et il se trouve que mon horizon s'agrandit de toutes parts et que c'est absolument joyeux. Ah oui, tout à fait. Absolument joyeux. Oui. Voilà. Alors cette idée de cellule, le mot m'intrigue. Alors cellule, parce que ce sont des petites architectures
qui sont à la fois les cellules de moine de Frangelico, qu'il a peint à Florence, là, qui m'avaient beaucoup marqué quand je les avais vus, des minuscules pièces avec une peinture par pièce, qui sont aussi des petites architectures empruntées aux micro-architectures religieuses du type les confessionnaux, du type les petites chapelles dans les cimetières. Moi, j'avais une grand-mère très religieuse, enfin très pieuse, qui allait souvent au cimetière. Moi, je jouais dans le cimetière, je voyais ces petites maisons fermées, j'essayais de voir à l'intérieur, etc. Qui peuvent être aussi en relation avec ce fantasme absolu pour moi enfant de la boîte noire dans l'église, à savoir le tabernacle, la boîte qu'on ouvre une fois, et puis encore c'est pas n'importe qui l'ouvre. Qu'est-ce qui se passe dans cette boîte? C'est quoi cette transformation de farine et d'eau avec en corps du Christ? Enfin bon, je fais pas du tout quelque chose de religieux, c'est pas ça, mais ça a nourri mon imaginaire d'enfant très fortement, et en fait je crois que je renoue avec ça. Puis je pense que c'est très proche d'autres choses qui m'ont beaucoup marqué enfant, parce que j'ai quand même vécu à la télévision, pas en direct mais presque, le premier atterrissage sur la Lune. Mais oui. Et le retour de ces astronautes dans leurs petites cellules. C'est ça. Qui tombaient dans la mer. Enfin, c'était à la fois très, très angoissant et un tremplin imaginaire invraisemblable, enfin incroyable. C'est vrai. C'était un truc... ah oui, c'était extraordinaire. De voir ça, moi j'avais 5 ans. Hein. Oui, c'était en 69. Ouais, j'avais 5 ans. Enfin, c'était 5-6 ans, quoi. C'était fou. Ça, je pense que ça m'a marqué à jamais. Ces espèces de petites cellules étroites dans lesquelles ils amérissaient, quoi. Oui. Donc il y a tout cet imaginaire-là qui vient en vrac et que je prends et qui se tortille dans ma tête et dans mon inconscient et qui fait sa soupe indépendamment de ma volonté et de ma conscience. Voilà, c'est ça. Oui. Bon. Ça, c'est le processus de création, j'imagine. Oui, puis je laisse faire maintenant. Alors, je laisse complètement faire. Hein. De toute façon, je contrôle plus rien. Puis c'est reposant, hein. Franchement, c'est reposant. Et puis, vraiment, c'est jubilatoire. Oui, c'est ça. Ah ouais. C'est ça. Alors, évidemment, le mot cellule a plusieurs sens. On pense à la prison, peut-être. Mais on pense aussi à quelque chose d'organique. Oui, tout à fait. Oui, il y a l'organique qui nous constitue et celui dans lequel nous sommes emprisonnés. Et enfin, c'est vraiment... je pense que toutes les acceptations du terme cellule sont contenues dans ce travail pour moi. Donc, vous réalisez des constructions et vous les photographiez. Oui. Et j'en fais des dessins. Et vous en faites des dessins. En amont. Et des objets. En amont, oui. Et puis un petit objet dans lequel on va regarder, qui est une petite boîte que je suis en train de faire avec quelqu'un chez Cadre en Seine, qui est partenaire de la bourse que j'ai eue l'année dernière. Et donc, avec eux, on fait ça, c'est ça le projet. Donc, des petites boîtes, ça aussi, je crois que c'est relatif à l'enfance, puisque ce sont des petites boîtes avec une petite lentille dans laquelle on peut regarder, qu'on peut allumer, et on voit une image. Ah oui. Et l'image qu'on voit, c'est l'image que moi, je vois dans le dépoli de mon appareil. Puisque je travaille avec un appareil 6-7. Donc, on regarde à la verticale et puis on voit ce qu'il y a devant, et non pas... Ah oui, voilà. Oui. Et donc, je prends en photo régulièrement. C'est ce que moi, je vois, se dépolir à travers la lentille. Voilà, donc ces petites diapositives, si on peut dire, se sont intégrées à mon travail. Grâce à la remarque de Raphaël Stopin, qui est la directrice du centre photo de Normandie, et qui, regardant ces petites images, qui étaient des images documentaires, me dit elles sont très très belles ces images. Oui, voilà. Et c'est dommage de les...
Et il m'est venu parce que j'ai un plaisir fou à regarder dans mon dépoli. Et à partager du coup maintenant. Bah oui. Oui. Voilà, donc ça fait être un petit objet à la fois ludique et à la fois grave, parce qu'on entre en les regardant dans une autre dimension C'est ça. de l'image. Ouais. Elles sont toutes petites, petites. Elles font 5 par 6 cm, quoi. Alors que les tirages des cellules font... elles ne sont pas immenses, mais elles sont plus grandes que les apories. Elles font quoi 1,10 m par 90. Donc c'est quand même déjà des images bien présentes, quoi. Oui. Et je crois aussi que vous êtes mathématicienne. Non. Je ne suis pas mathématicienne du tout, mais j'ai un fort goût pour les mathématiques. C'est pas pareil. Mon Dieu, c'est pas pareil. Il y a des... Ah non, moi, la moitié, enfin, pas la moitié, 99% des mathématiques, je n'y comprends rien. Ce qui est normal, parce que c'est une discipline extrêmement complexe. Oui, mais la géométrie extraordinaire. dans l'espace. Oui, alors la géométrie dans l'espace, étrangement, c'est là où j'étais très mauvaise quand j'étais à l'école. Oui. Mais c'est pour ça que j'y vais. C'est pour Oui, ça que j'y vais. voilà. Hein. C'est pour ça que j'y Oui, vais. oui. Oui, moi je comprends rien avant. Je fais des dessins d'abord. Oui. Puis je me dis, mais mon Dieu, comment je vais pouvoir faire ça? Mais comment je vais pouvoir? Comment je vais pouvoir trouver quelque chose qui est impossible à faire? Comment je vais pouvoir le construire en vrai dans cet espace limité qui est celui de nos corps, là, physiquement, là? Oui, c'est ça. Donc, il faut que je trouve des solutions. Comment j'adapte les mathématiques à notre monde, notre monde physique, quoi, notre monde corporel. C'est ça. Fait. Et ça fait 2 fois que vous dites que nous sommes enfermés, soit dans notre corps évidemment, ou dans notre monde. On est enfermé dans nos 3 dimensions. Voilà. Oui. 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 Et que peut-être ces constructions et les cellules, la photo, nous permettent de nous libérer, nous évader. Non, pas nous évader. Non. Je pense vraiment... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, je crois, toute ma vie. Et maintenant, j'en ai fortement conscience. C'est que mon travail, et quand je suis au travail, j'accède à une autre dimension de ma vie. Oui. De ma vie d'humain. Et je crois que c'est pour ça que je fais de l'art, parce que quand je suis au travail, il y a une autre dimension qui s'ouvre, il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre. Et pour moi, alors c'est de plus en plus, entre guillemets, facile d'accéder à cette espèce de dimension de l'espace supplémentaire qui s'ouvre pour moi à l'intérieur des images. Une image pour moi n'est pas quelque chose en 2 dimensions. Voilà, c'est quelque chose en 4 dimensions. Mais oui. C'est-à-dire que j'y amène et mes 3 dimensions et elle m'en donne une. Et ça paraît un peu mystique, hein, mais enfin, quand j'étais aux Beaux-Arts, j'avais un professeur très malin d'ailleurs qui m'avait dit que j'étais une mystique. J'avais très mal pris sur le coup, mais je crois qu'il avait raison. En tous les cas, j'ai l'impression que vous traitez cette cellule, cette construction-là que j'ai devant les yeux, comme le personnage de Dostoïevski. Non, je ne la traite pas pareil, mais elle donne figure, on va dire, et c'est ce que j'avais cherché à faire avec Portrait of a Man. Ouais. Elle donne figure à cet espace mental que nous transportons tous avec nous. Et en fait, c'est une figure, cette construction qui va devenir une photo et qui était un dessin, c'est une figure. Elle figure. Elle ne représente pas, elle figure. C'est pas pareil. C'est pas pareil, non. Et elle me permet d'avoir sous les yeux un espace qui préexiste dans mon esprit.
Voilà. Et c'est en ça qu'on peut rapprocher. De toute façon, je veux dire, je crois que les artistes, au fond, n'ont qu'un sujet. Hein. Franchement. Je crois qu'on est limité, mais c'est pas grave, hein, c'est pas triste. Hein. Mais je crois qu'on est très, très limité. Je pense que mon sujet, c'est l'espace intérieur. Oui. Et comment on peut faire des allers-retours et comment on peut justement donner figure à cet espace-là. Mais j'ai mis longtemps à en prendre conscience, hein, c'est pas... Et je pense d'ailleurs que ma série autour de Dostoïevski m'a permis de le formuler parce que c'était un modèle, parce qu'on y voyait quelqu'un, et que je ne racontais pas l'histoire. Ok, alors je raconte quoi ? De quoi je parle si je ne parle pas de l'histoire ? C'est quoi un portrait ? C'est quoi faire le portrait ? C'est ça. Et en fait, ça m'a demandé d'être plus clair avec ça. C'est quoi faire portrait ? Et je pense qu'en tout cas pour moi, hein, je ne parle qu'en mon nom, jamais autrement, que pour moi, faire portrait, c'est figurer cet espace de l'autre en face de moi. Ou tenter de le figurer, parce que c'est bien présomptueux que de dire qu'on le figure. Mais là, c'était un personnage pas réel, donc je pouvais me permettre de dire que je le figurais. Voilà. Je ferais le portrait d'une personne en face de moi et qui me commanderait son portrait, je serais un peu plus modeste, on va dire. Oui, ça serait différent, ça serait une personne. Ce serait une personne inaccessible par définition, parce que alors, l'autre en face, c'est l'inaccessibilité avec 2 jambes, 2 bras et une tête, quoi. Hein. Vraiment. Oui, mais s'il y a quelqu'un qui peut saisir une personne, c'est bien un artiste. Et encore saisir. Non. Saisir, c'est peut-être pas le mot. Non, je crois pas que ce soit vrai. En tout cas, me concernant, je crois pas que ce soit vrai. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est saisir l'image de cette relation à ce moment-là et dire qu'à un moment donné, on a été là, la personne en face de nous, l'autre a été là, et qu'on s'est vu. On peut saisir ça, ce qui est déjà pas mal. Mais saisir l'intérieur de l'autre, non. Non, puis même, je crois que faire le portrait de quelqu'un, c'est dire à quel point il est insaisissable. C'est dire à quel point il résiste, à quel point, et tant mieux, hein, mais à quel point l'autre est un autre. Enfin, c'est vraiment. Voilà, c'est ça. Moi, ça me frappe, hein, puis en vieillissant, ça devient. Enfin, c'est même plus une question. Pour moi, connaître l'autre, c'est vain, quoi. C'est complètement vain. C'est complètement vain. Et je m'accommode très bien de ça. C'est-à-dire que ça me touche beaucoup l'impénétrabilité de l'autre, la résistance de l'autre. En fait, ça m'émeut. Ça m'émeut. Parce qu'on a devant soi quelque chose d'autre que soi. Enfin, c'est un pléonasme. Oui. Alors, on va pouvoir voir vos cellules, où, quand ? Alors, où, je ne sais pas encore. Quand, je ne sais pas encore non plus. Il y a quelque chose qui se prépare parce que, comme j'ai été la lauréate de la bourse 50 cm3 Air de Normandie, dans lesquels sont partenaires, de laquelle sont partenaires le centre photo de Normandie, Rouen, le Point du Jour à Cherbourg, l'Artothèque de Caen et Cadre en Seine, qui est donc
qui est situé à Charleval et puis à Paris. Il y a une exposition prévue à la suite de ce... C'est sur 2 ans, hein, donc 24-26, à la suite à la fin du temps de la bourse. On ne sait pas encore ni quand ni où, même s'il y a des projets, mais on ne va pas diffuser les choses avant qu'elles n'aient été fixées. Mais elles vont être vues, ça c'est sûr. Il faudra nous prévenir. Bien sûr, évidemment. Et ce sera avec curiosité que nous irons les découvrir. Avec plaisir. Écoutez, Sabine Meyer, un grand merci. Mais avec plaisir. Pour cette discussion qui est toujours très enrichissante et je suis très bavarde. Instructive aussi. Oui, ça j'en sais rien, mais non, mais moi je suis une grande bavarde alors que mes photos sont tellement silencieuses, c'est drôle. Mais justement, ça va très bien. Mais ça m'avait frappé une fois, j'avais entendu moi, je suis une grande fan de Robert Bresson, des films de Robert Bresson. Oui. Et puis un jour, ça faisait des années que je voyais ces films, etc., etc. Puis un jour, j'entends une interview, que j'avais jamais entendu, une interview de Robert Bresson. Mon Dieu, qu'il est bavard. Contrairement à ses films. Mais oui, et ça m'avait frappé. En fait, j'ai le même symptôme, je crois. C'est ça. Voilà. Oui, le mutisme de l'œuvre. Pas le mutisme, le parole, silence. Le silence, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Oui. Un silence, ça parle beaucoup au fond. Exactement. Ouais. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Sabine. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Margot Poutavi. À notre agenda culturel, notez une création au Théâtre du Passage à Fécamp le vendredi 13 mars à 20h30. Il s'agit d'une histoire autrichienne, l'histoire de Lukas, qui enquête sur le passé trouble de son grand-oncle autrichien Léopold, endoctriné sous le nazisme dans les années 1930. Avait-il le choix? Que savait-il vraiment? Je vous souhaite une bonne semaine, rendez-vous dimanche prochain, écoutez nos émissions en podcast quand vous le voulez, et puis adhérez, réadhérez, profitez de nos bons plans, de nos bonnes occasions, retrouvez-nous à notre Bistro Culture le 9 mars à 17h30 au bar chez Babette, appelé maintenant l'épicerie de l'hôtel Hilton en bord de mer. Au revoir.